Le paysan que je suis, s'il doit continuer à tendre vers une dynamique un peu vertueuse, il est évident qu'il a besoin du citoyen et des citoyennes. Alors tout simplement, moi je me sens paysan. Alors pourquoi ce terme-là? Pourquoi le mettre en valeur, le remettre au goût du jour? C'est que tout simplement le paysan, il s'inscrit dans le paysage. C'est un terme qui a été quand même abîmé par le passé, et on peut l'expliquer de mille et une manières. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il a besoin d'être remis au goût du jour, dans la mesure où le paysan que je suis, qui intervient sur 80 hectares en production ou une centaine d'hectares au niveau de la ferme, il, euh, il a une interaction forte avec le territoire, donc avec le milieu, avec les paysages de tous nos concitoyens. Et donc ce mot paysan, inscrit dans le paysage, dans le pays, pour moi il est à remettre, à lui redonner toutes ses lettres de noblesse. Je ne me sens pas exploitant. Je tends vers l'idée de moins exploiter le sol, les êtres humains, ma personne, etc. Et donc ce terme exploitant, je l'exècre un peu, et même si l'administration l'a reprise à tous les niveaux dans le monde agricole, je pense que alors le terme céréalier agriculteur est plus neutre, mais plus technique. Il m'intéresse moins. Le terme paysan est beaucoup plus nourri de liens à sa population, liens à son territoire, liens à son paysage, à sa biodiversité. On a parlé de futur enviable, on est vraiment dans cette dynamique-là. Euh, le toujours plus, beaucoup plus de foncier, beaucoup plus de machines, beaucoup plus de produits chimiques, d'engrais chimiques, etc., n'est pas quelque chose de durable et de viable. Donc il faut déjà s'inscrire dans plus qu'une transition, une quasi-révolution agricole qui amène à faire des choix très différents. Et donc la dynamique de production, pour revenir à la question de qu'est-ce qui est produit sur la ferme, c'est déjà tourner vers une alimentation humaine, considérant qu'il y a besoin de témoigner qu'une ferme de l'ONIS en céréaliculture est capable économiquement de tourner, trouver sa place dans le paysage agricole et nourrir une population locale, une partie en tout cas, et peut aussi transformer une partie de sa production, vendre en direct une partie de sa production. Et donc ça se traduit aujourd'hui sur la ferme par un certain nombre de céréales, comme les blés anciens par exemple, qui alimentent une logique de boulangerie artisanale locale, on y reviendra. Une orge ancienne de l'île de Ré qui permet de faire une bière locale, et puis du seigle, du petit épeautre, du grand épeautre pour faire du pain par exemple, euh, ou vendre de la farine, comme la farine de sarrasin par exemple à un crépier local. Et puis après d'autres cultures comme le tournesol, la cameline, qui servent à faire de l'huile, dont une partie est transformée en huile en tout cas, et pas sur la ferme via la coopérative Corab. Et le reste des cultures, comme le thym, je ne sais pas si on voit un petit peu sur l'image, mais on a derrière moi une culture de thym qui permet effectivement d'alimenter les réseaux bio pour faire de la tisane bio par exemple. Et donc ces cultures-là, pour moi, elles font sens dans la mesure où elles alimentent une logique de filière locale, les plus locales possibles, et là il y a encore du travail évidemment, hein, pour l'alimentation humaine en priorité. Alors le localement, il va être sur 10-15% de ce qui est produit, va être transformé et vendu en local, transformé ou trié simplement, hein. Les lentilles par exemple, elles ne sont pas transformées, elles sont vendues en direct, mais elles sont quand même nettoyées pour être à la qualité alimentation humaine par la coopérative et après je récupère ces lentilles pour les vendre en local. Donc on ne peut pas tout faire sur une ferme. Donc on délègue une partie du travail, on récupère une partie de la camelote. Donc c'est le cas sur l'huile par exemple. Moi j'ai pas de huilerie, j'ai pas d'espace de production à ce niveau-là, mais je peux en vendre une partie, en produire une partie. Et tout le reste des volumes qui sont produits sur la ferme, qui ne sont pas vendus en direct, partent donc soit pour le thym dans une coopérative sur Sainte-Soule qui s'appelle Biolopam, soit pour l'ensemble des autres cultures, via une coopérative qui s'appelle la Corab, donc coopérative centre-atlantique bio, qui est 100% bio et tournée vers l'alimentation humaine également au maximum, c'est-à-dire au-delà de 70% de sa capacité. Ça, c'est vendu à l'échelle du territoire national. Euh,
Alors, évidemment, plus c'est local, mieux c'est. Mais il y a des acteurs comme le réseau Biocoop, par exemple, qui est un des acheteurs de la Corab, qui là va distribuer via ses plateformes Biocoop sur l'ensemble des magasins Biocoop du territoire national. Donc là, on ne peut pas, à l'échelle de l'ensemble d'une coopérative bio, ne viser que des acteurs locaux parce que les filières ne sont pas organisées. C'est pas que la demande n'est pas là, c'est que les filières ne sont pas nécessairement organisées et que chacun va aller au meilleur prix, travailler avec un grossiste qui, lui, aura pignon sur rue à l'échelle Nouvelle-Aquitaine ou nationale ou au-delà. Mais en bio, en tout cas, cette idée à l'échelle et de la ferme et de la Corab, c'est quand même de travailler le plus en local possible. Donc plus on va développer l'accès par exemple aux collectivités, à la restauration collective, l'accès à ces produits dans des collectivités, parce qu'on aura mis en place tous les intermédiaires, que ce soit les distributeurs, les regroupements, la plateforme de distribution, les transports, etc. On aura la capacité à fournir en local, et c'est bien l'idée, c'est de tendre vers ça. Alors biologique, ça répond à un cahier des charges de la bio, qui est un cahier des charges européen qui se décline sur le territoire français à peu près sensiblement avec le même cahier des charges, qui impose de ne pas utiliser d'OGM, pas de produits chimiques, pas d'engrais chimiques, etc., etc. C'est pour moi un socle minimum syndical, c'est-à-dire qu'on est loin du compte si on veut être vertueux. Alors c'est bien, c'est une bonne base, on est loin d'être tous en bio, donc il y a déjà du travail à ce niveau-là. Mais pour être vertueux, il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on peut en réalité faire du bio, exploiter son voisin, son prochain, pas de souci, c'est totalement compatible. Donc on peut adjoindre à ce cahier des charges de la bio d'autres cahiers des charges qui sont ou pas des cahiers des charges connus ou reconnus, c'est pas forcément la question. C'est-à-dire que si on veut être vertueux, il faut prendre en compte la dimension humaine, sociale, sociétale du territoire, et prendre en compte la dimension biologique, nature, milieu naturel dans lequel on est en situation de produire. Et donc là, il y a des axes de travail tout aussi importants que le fait de ne pas utiliser de produits chimiques. On peut développer vraiment des axes de protection de la biodiversité. Donc là, par exemple, si on regarde derrière moi, il y a une haie qui a été implantée il y a quelques années en lien avec les citoyens. Et donc ça se fait là, pour le coup, connecté au territoire et aux gens du territoire. Moi, tout seul, dans mon petit coin, aller planter une haie, je suis capable, mais je vais en planter 100 mètres. Là, à l'échelle de la ferme, on plante 1 km de haies par an depuis 13 ans. Donc on a planté 13 km de haies grâce au bénévolat, grâce aux acteurs du territoire qui, à un moment donné, se disent bah, « Ok, je veux bien les donner un peu de mon temps parce que finalement, le paysan bio du coin, il est aussi constructeur du paysage et pas destructeur dans cette dynamique-là. » Donc ça, c'est un des éléments que moi j'ai rajouté de manière très très forte sur la ferme. Quand on a travaillé les chiffres, alors sur le papier, hein, mais qui se sont quand même révélés assez justes par la suite, il y a 13 ans, entre un système en conventionnel, donc céréalier, en chimie, comme le pratiquait mon père, qui était le fruit des 30 dernières années, hein, tout simplement, un cheminement classique, comme tous les acteurs du monde agricole le poussaient, et duquel on est revenu pour certains d'entre nous en tout cas. Il y a eu une surprise dans les yeux de mon père, je me souviens, et c'était plutôt intéressant de le voir à travers son regard, que finalement, cette logique en agriculture bio, de par les coûts d'intrants qui sont réduits considérablement, c'est-à-dire qu'une grande part de l'économie d'une ferme qui passe en conventionnel dans l'achat de produits, qu'ils soient chimiques, herbicides, fongicides, et puis les engrais chimiques, c'est un coût colossal sur une ferme en conventionnel. Quand on enlève cette charge qui est loin d'être anecdotique, et qu'on considère qu'il y a des cultures où on va produire moins, donc on va être il y aura moins de volume au final, sur un marché où les produits qui sont en bio aujourd'hui sont financés un peu mieux globalement. Il y a des produits où c'est vraiment le cas et d'autres où c'est moins le cas, mais en tout cas il y a toujours un delta intéressant. Et bien finalement la marge économique n'était pas faite au même endroit, mais elle permettait de se payer au moins autant, si ce n'est mieux, à travail, allez, on va faire une caricature, à travail un peu constant, avec une moindre surface, considérant qu'on libérait 10% à la nature. La réalité économique a montré, au bout de 13 ans, ça devient un pas de temps intéressant pour dire que c'est pas trop
Ah, c'est C'est pas... pas, c'est pas un raisonnement qui est erroné, en tout cas à l'échelle de cette ferme-là, voilà, je ne fais pas de généralité, mais à l'échelle de cette ferme-là, c'est clairement quelque chose qui s'est concrétisé comme étant possible. Et la dynamique économique, elle était en 2010, quand je me suis installé, de viser un prélèvement personnel qui fait office de salaire à hauteur de 1 200 euros. Et puis quelques années après, on a visé 1 500. Je dis on parce qu'on était plusieurs au tout début. Et ce niveau de financement mensuel de 1 500 euros a pu être atteint. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans tous les espaces, les structures agricoles, hein, loin de là. Et c'est pas un salaire mirobolant, mais c'est un salaire décent qui permet au regard des heures passées, des choix qu'on fait, du coup, moi j'ai pas de transport pour aller bosser le matin, donc j'ai pas de véhicule associé à un déplacement domicile-travail. Je vis sur la ferme, je travaille sur la ferme, et donc avec 1 500 euros, on peut tout à fait vivre décemment, et c'est un objectif à la fois atteint avec des risques quand même ponctuels météo, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une année, pour être honnête, et être juste, il y a eu une année difficile qui a suivi à une année un peu difficile aussi. Et donc là, il a fallu faire le dos rond sur une période, diminuer le prélèvement personnel pour passer un mauvais cap. Donc là, voilà, ça fait partie aussi du jeu. On travaille avec une météo, avec des choix de paysans qui peuvent s'avérer les bons, les moins bons, suivant les années. Et donc, il faut être... ça reste quelque chose qui est soumis au paysage environnement, à la climatologie, et donc à des enjeux climatiques aussi forts. Donc il va falloir aussi faire preuve d'adaptation dans les années ou les décennies à venir. S'il y a un message, il est assez simple, c'est que le paysan que je suis, s'il doit continuer à tendre vers une dynamique un peu vertueuse, il est évident qu'il a besoin du citoyen et des citoyennes. Donc à différents niveaux, en mode soutien, en mode achat de produits de la ferme, en mode coup de main, en mode on vient visiter une ferme, on dynamise le côté ouverture du lieu. Donc le collectif par exemple de l'Émoi en nous est une porte vers ces questions-là. La question de la formation, peut-être que on peut être beaucoup plus support de formation, pour accueillir, support de contenu. Donc le champ des possibles en termes de connexion aux citoyens et citoyennes est multiple. Donc là, moi, mon souhait aujourd'hui, fort de ces 10 expériences de vie, c'est qu'on peut un peu plus parler maintenant du métier. On n'est pas dans la théorie, on est aussi dans une forme de pratique, avec plein de champs améliorables, c'est évident. Mais on peut partager déjà des choses et on peut témoigner qu'un autre monde est possible avec voilà, plein de chantiers à ouvrir encore pour améliorer tout ça. Ouais, 2040, un futur enviable en 2040, c'est à peu près le pas de temps que j'ai mis depuis l'installation sur la ferme. Donc c'est pas si loin que ça. J'ai l'impression que c'était quand même hier. Donc c'est 2040, c'est tout près, tout près, tout près. Mais avec déjà, en 13 ans, toi, des résultats. Des Oui, sacrés résultats. oui, mais des sujets à investir et des dynamiques à investir encore extrêmement vastes et grandes. Pour autant, je pense que ça reste le champ des possibles. Il est dans le fait de recréer des îlots comme ça de témoignages qui vont permettre d'accéder à des seuils où il y a des choses qui peuvent basculer d'un point de vue sociétal. On en parlait un petit peu hors champ, à savoir que tout le monde ne va pas nécessairement passer en agriculture bio ou planter des arbres, etc. Mais si on est suffisamment nombreux pour qu'il y ait une prise de conscience, après ce qui est une somme d'expérimentation peut devenir une source d'inspiration pour nos élus, pour des gens qui vont être des décideurs, des gens qui cadrent une politique et qui la traduisent en loi. Donc ça, ces seuils-là, l'idée d'atteindre ces seuils-là peut être un doux rêve aujourd'hui pour se dire finalement ce qui est un peu à la marge aujourd'hui devrait être une norme demain. Un minimum pour que la planète puisse encaisser, mais pas encaisser, qu'elle puisse se nourrir finalement d'un système vertueux, que les êtres humains s'épanouissent là-dedans, et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher le bonheur bien loin. En étant dans des espaces comme celui-là, il est vrai que partir en vacances, des fois, c'est juste pour ouvrir les yeux autour de chez soi.